Il y a quelque chose que je trouve hyper passionnant, c'est l'histoire de certaines marques ou même de publicité. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le passé sombre de certaines marques que vous aviez fortement adoré. Je remettrai le lien en description de cette vidéo si vous voulez aller voir si vous ne l'avez pas vu. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'histoire folle de certaines publicités. Vous allez voir, il y a des dingueries. Par exemple, qui ne se souvient pas de la pub qui passait à la télé pour l'eau pétillante Kezak et qui s'appelle Oreo Kezak? Eh bien, c'est tout simplement Ridley Scott qui a fait cette pub. Donc le mec qui a fait Alien, Gladiator ou Hannibal, il a fait aussi la pub Kezak qui passait entre M6 Kid et le Hit Machine. On est dans un métaverse de déglingos. Et vous allez voir que des publicités complètement dingues comme ça, il y en a plein. On va voir en premier l'histoire de la pub Kezak, qui est complètement folle. On est en 95 et la télé française, elle voit débarquer cette publicité qui va marquer les esprits, celle de cette fameuse eau pétillante Kezak. La légende dit qu'il y a très longtemps, il y eut un terrible orage dans le Gévaudan. Cette publicité, elle va mettre en scène une fille qui s'appelle Émilie Delaunay, qui a 11 ans à l'époque. C'est une petite fille qui incarne la légende Kezak, créant une image forte et un petit peu magique. Et comme je vous l'ai dit, derrière cette mise en scène, on retrouve le réalisateur britannique Ridley Scott. Mais qu'est-ce que Ridley Scott fout là? Pourquoi il est venu faire la pub Kezak? Faut savoir qu'à l'époque, il était déjà très connu pour son style visuel unique, qui mélangeait mystère, suspense et décors plutôt soignés. Pourtant, il va pas hésiter à travailler aussi dans la pub, car pour lui, c'est une opportunité d'expérimenter des idées et des effets visuels qu'il ne pourrait pas tout simplement intégrer dans les films qu'il veut faire. Donc les publicités, pour lui, à l'époque, c'est un peu sa récréation et il peut faire un petit peu ce qu'il veut. De leur côté, les marques, elles adorent l'engager, parce que sa réalisation, elle donne de vraies valeurs ajoutées. Il a ce don de transformer des produits ordinaires en quelque chose d'incroyable, notamment une simple bouteille d'eau gazeuse nulle. Il t'en fait une légende du Massif Central ou je ne sais où. Et tout le monde se rappelle de cette pub, évidemment. Et justement, Kezak cherchait exactement ce type de narration pour sa publicité. Et l'objectif de la pub n'était pas seulement de vendre de l'eau, mais de créer une véritable histoire, une émotion autour de la source, pour que le public voit Kezak comme quelque chose de très spécial, presque mystique. Ridley Scott, avec sa capacité à donner un côté cinéma à une simple publicité, c'était le réalisateur parfait pour ce que voulait faire Kezak. Et du coup, quand on boit de l'eau Kezak, on boit un petit peu de cette magie. C'est un petit peu comme Perrier pour le tennis ou je ne sais quoi. Quand tu bois du Perrier, c'est que de l'eau avec du gaz, du CO2 ajouté. Mais quelque part, t'as un petit peu l'impression d'être Nadal ou Federer, alors que pas du tout. T'es une loque. Dites-moi en commentaire si vous êtes des loques. Alors juste un truc, je me suis rendu compte pendant le montage que la meuf de Kezak là, eh bien elle avait un éponyme, donc une nana qui s'appelait pareil qu'elle, mais qui était actrice de film, vous voyez ce que je veux dire. Donc au début je pensais que c'était la même personne, je me suis dit waouh, la meuf de Kezak elle est littéralement devenue actrice pour film d'adulte. On peut les confondre, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même personne. Mais bref, pendant des années, cette image qu'Emily défendait, la légende de Kezak, elle va rester dans la mémoire des spectateurs. Et des années plus tard, en 2017, donc il n'y a pas si longtemps, Émilie Delaunay, elle reprend le rôle d'ambassadrice de Kezak. Dans cette nouvelle campagne qui est tournée aux Causes de Sauveterre, qui est un plateau calcaire en France qui est très beau, eh bien Émilie, elle va incarner de nouveau la légende, mais avec une nouvelle dimension. La pub, elle va être réalisée cette fois-ci par Emmanuel Grancher, et on la voit transmettre l'histoire de Kezak à un petit garçon de 4 ans. La publicité, elle raconte que cette histoire de source et de protection, elle continue de génération en génération, en liant le passé et le présent, et la marque, elle adore ça. Parce qu'un truc qui a cartonné avant, eh ben on aimerait bien qu'il cartonne encore aujourd'hui. Combien de bouteilles ils ont vendu, Kezak? Chiffre d'affaires Kezak. Elle réalise un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2021. Kezak se porte bien. Ils sont dans le 66 à Augueux-les-Bains. Ils sont pas à Kezak, les mecs, ils sont à Augueux-les-Bains. Attendez, mais c'est quoi cette arnaque? Attendez, le siège social de Kezak n'est pas à Kezak? Ah ouais, donc ils sont pas du tout à Kezak. On vous pardonne, au minéral Kezak. Bon, le chiffre d'affaires a un peu réduit de moitié, hein, entre 2017 et aujourd'hui. Mais ça va, 13 millions en 2023, 14 millions, Kezak va bien. Comment tu peux faire autant de thunes avec de l'eau gazeuse? Mais Kezak n'est pas la seule marque avec une publicité incroyable où il y a une vraie histoire que j'adore. Il y a aussi... Alors en parlant de pub incroyable, moi je vais vous offrir 5 abonnements gratuits à NordVPN durant 1 an. J'ai 5 codes en ma possession que je vais vous offrir. Je vous explique tout en fin de vidéo pour avoir un de ces codes. Et oui, parce que le sujet de cette vidéo étant les pubs incroyables, je me devais de vous parler de mon partenaire depuis plusieurs années,
NordVPN. Vous en avez marre de la collecte de vos données, des publicités ciblées? C'est évidemment NordVPN qu'il vous faut. NordVPN, comme vous le savez peut-être, va chiffrer vos données pour vous rendre anonyme sur le web. Alors je sais pas si vous savez, mais votre fournisseur d'accès à Internet, il peut ralentir votre connexion si vous pompez trop de débit, notamment avec vos jeux en ligne ou vos vidéos streaming. Eh bien, NordVPN va éviter ça. NordVPN va faire en sorte de faire croire que vous êtes à un autre endroit sur la planète. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de contenu qui est géobloqué. Par exemple, vous avez certains matchs de la Ligue des Champions qui sont dispo en Irlande et en Belgique. Eh bien, aucun problème, parce que NordVPN va simuler votre emplacement. Mais NordVPN, c'est aussi protection anti-menace, qui est votre bouclier du web qui va bloquer les trackers, notamment le phishing, mais également vérifier les fichiers que vous téléchargez pour détecter de potentiels virus. NordVPN, c'est aussi NordPass qui va gérer vos mots de passe de manière sécurisée, mais qui peut aussi en générer pour vous des très complexes. A noter que NordVPN, c'est une politique de no log, c'est-à-dire qu'il ne garde aucune donnée sur vous. Évidemment, avec le lien dans la description, vous aurez 4 mois d'abonnement en plus gratuit sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Tout ça, si vous faites le paiement en une seule fois, ça représente un abonnement qui vous coûte 3 € par mois. Merci à NordVPN, merci à vous. N'oubliez pas, les petits codes gratuits. On est le 25 mai 92 et la majorité des Philippines est rivée devant la télévision à l'affût de l'annonce d'un numéro qui pourrait changer leur vie. Il s'agit de la combinaison gagnante du Number Fever. As I was saying, here's something new from Pepsi. You can cash this. Just buy any Pepsi product, look under their caps or grounds, you can win up to 1,000 pesos. C'est un jeu qui est organisé par Pepsi pour stimuler ses ventes et rivaliser avec Coca-Cola. Depuis des semaines, la marque elle promet des gains exceptionnels à ceux qui trouvent les bons numéros sous le bouchon de ses bouteilles. Et le grand prix est tout simplement 1 million de pesos. À l'époque, c'est énorme. Et donc cette campagne, elle va cartonner parce que évidemment, tout le monde veut gagner de la thune. Et les ventes de Pepsi, elles vont grimper en flèche. L'entreprise, elle est aux anges. Ses usines, elles tournent presque jour et nuit pour répondre à la demande. Et Coca-Cola, de son côté, va tenter en vain de reproduire le succès de cette campagne sans précédent. L'euphorie, elle atteint son paroxysme le soir de l'annonce tant attendue du numéro gagnant. Cette annonce qui va être diffusée aux heures de grandes écoutes, tellement que le truc a pris une ampleur incroyable. Sauf qu'au moment où le numéro gagnant est révélé, soit le 349, ça va être le chaos total. Des centaines de milliers de Philippins découvrent qu'ils ont ce numéro sous leur bouchon. Là, il y a un gros problème. Pourquoi il y a des milliers de mecs qui ont gagné? C'est pas bon! Donc là, évidemment, ça va être la fête pour tout le monde, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent avoir gagné 1 million de balles. Pepsi se rend vite compte qu'une erreur monumentale s'est glissée dans le concours. Au lieu de couronner quelques gagnants, ce sont environ 600 000 personnes qui détiennent le précieux numéro 349. Des milliers de gagnants se ruent alors vers les bureaux de Pepsi pour réclamer leur million. Et donc, il y en a qui veulent vraiment récupérer leur fric, mais Pepsi ne peut pas payer ça, c'est pas possible. Ils se sont craqués. Ils ont distribué tout simplement trop de bons numéros, et voilà, c'est tout. Pepsi va tenter de corriger le tir en annonçant que le 349 est une erreur et en désignant un autre numéro gagnant. Et là, les Philippins, eh ben ils vont pas être contents. T'imagines, tu penses être millionnaire et le lendemain on dit c'est non. Les Philippins, pas contents. La tension, elle va monter autour des bureaux de Pepsi où des manifestants en furie réclament justice. Ça commence à être vraiment dangereux pour les mecs de Pepsi, hein. Les mecs pètent un plomb. Vous avez des camions de livraison qui sont pris d'assaut et des employés se retrouvent bloqués dans les bureaux sous la pression de la foule. Il y a des gens qui se font séquestrer, ça part en cacahuète les gars. Pepsi propose alors un compromis en offrant une compensation, mais cette offre est mal reçue et le pays va sombrer dans le chaos. C'est une sorte de gilet jaune, mais des Philippins version Pepsi. Il y a des groupes d'activistes qui vont se former, on va les appeler la coalition 349. C'est un délire. Cette coalition, elle rassemble des détenteurs de bouchons déçus qui vont décider de poursuivre en justice Pepsi. Menée par Vicente Del Fierro Jr., cette coalition, elle organise des rassemblements et prépare une action collective pour obtenir réparation. Les manifestations éclatent régulièrement, et certaines vont même prendre des tournures violentes. Vous avez des attaques à la bombe qui surviennent même contre des infrastructures de Pepsi. La situation, elle devient extrêmement dangereuse. Vous avez même des cadres américains de l'entreprise qui vont devoir quitter le pays par mesure de sécurité. Pepsi, pourtant habitué aux campagnes promotionnelles audacieuses, se retrouve totalement impuissant face à la crise qui prend une ampleur internationale. Des procès s'enchaînent aux Philippines, et même une tentative de procès aux États-Unis est rejetée en 94. Et ce n'est qu'en 2006 qu'un tribunal philippin conclut que Pepsi n'est pas légalement responsable des pertes et des préjudices subis par les Philippins. Donc les mecs ont perdu, tout simplement. Bon bah, quitté. Je crois qu'il y a ici Japon, là, il a fait un procès contre SoftBank, il a payé 30 000 €, je crois, à peu près, de frais de téléphone. Eh ben, il a perdu. Il a même dû payer un peu plus. Conclusion, si vous avez de l'argent et que vous voulez sauver un petit peu votre honneur, faites-le. Vous allez perdre. Donc ça, c'est vous qui voyez. Je connais quelqu'un qui a attaqué Microsoft, je crois qu'il a abandonné aussi. Bon, c'est une autre histoire.
Là, c'était un truc un peu bizarre, une forme de publicité un peu morbide, on va dire. La légende selon laquelle McCartney serait mort en 66 à la suite d'un accident de voiture est l'une des rumeurs les plus fascinantes de l'histoire de la musique. Selon cette théorie, Paul serait décédé cette année-là et un sosie l'aurait remplacé au sein des Beatles. Les fameux sosies qui remplacent les gens. On connaît tous le nouveau sosie de JDG, hein, voilà. Le vrai JDG se cache dans une grotte, on le sait. Du moins, il est séquestré, hein, c'est connu. Il boit du jus de Mentos, on le sait. Mais bref, c'est en 69 que cette rumeur, elle va prendre réellement de l'ampleur lorsque des fans commencent à remarquer des indices cachés dans les albums du groupe, notamment Abbey Road. En examinant de plus près la pochette de Abbey Road, on peut apercevoir ce qui semble être une sorte de procession funéraire. Les 4 Beatles traversent ce passage piéton extrêmement connu, mais Paul, le seul à être pieds nus, attire particulièrement l'attention. Dans certaines traditions, notamment en Inde, marcher pieds nus symbolise le passage vers l'au-delà. Les autres membres du groupe participent également à cette scène. Vous avez John Lennon qui est habillé en blanc, qui est une couleur souvent associée au deuil dans certaines cultures orientales. Ringo Starr, lui, il porte du noir, symbole du deuil en Occident. Et George Harrison est en jean, une tenue décontractée qu'on pourrait associer au rôle de fossoyeur. Ok, ça part loin, mais c'est comme ça que ça a été interprété. Il y a un autre détail qui est intriguant, c'est que la plaque d'immatriculation de la voiture garée à gauche de la scène, elle est marquée LMW 281F. Vous avez certains fans qui voient un message qui signifie Leaving McCartney would be 28 if, ou McCartney aurait eu 28 ans s'il était encore en vie. Ça va extrêmement loin, je sais, mais moi je vous raconte l'histoire qui s'est passée. Par exemple, sur la pochette de Yesterday and Today, vous avez Paul qui est assis sur une mallette que certains interprètent comme un cercueil. Dans l'album SGT, alors je sais pas si je le prononce bien, Pepper's Lonely Hearts Club Band, une main ouverte se trouve au-dessus de sa tête, un geste qui, dans certaines cultures celtiques, est un symbole de la mort. De plus, Paul porte un brassard marqué OPD, que certains fans interprètent comme Officially pronounced dead. officiellement déclaré mort. Et au dos de cet album, Paul est le seul membre du groupe à tourner le dos. La pochette de Magical Mystery Tour renforce encore plus le mystère. Cette fois, Paul porte du noir, tandis que les autres membres du groupe sont en blanc. Et pour de nombreux fans, ces éléments ne sont pas des coïncidences. Chaque détail visuel semble transmettre un message caché à propos de la disparition de Paul. Les chansons sont aussi scrutées à la recherche de preuves. Les partisans de cette théorie pensent que certaines paroles dans les morceaux font allusion à un accident. Par exemple, dans Strawberry Field Forever, vous avez John Lennon qui semble murmurer « I buried Paul ». J'ai enterré Paul. Bien qu'il ait expliqué plus tard qu'il disait en réalité « cranberry sauce », ce qui n'a absolument rien à voir, vous l'entendrez. Évidemment, ça n'a pas empêché les théoriciens du complot à penser que Paul avait été enterré il y a bien longtemps et remplacé par un sosie. J'adore cette théorie. Alors au fur et à mesure que la rumeur prend de l'ampleur, de nombreux médias l'évoquent et forment une sorte de campagne publicitaire, renforçant le mystère et la fascination autour de la prétendue mort de Paul McCartney. Les fans se lancent alors dans une chasse aux indices, développant des théories toujours plus complexes pour expliquer pourquoi le vrai Paul aurait été remplacé par un sosie. Un des détails souvent révélés est la main droite de Paul, qui dans plusieurs photos semble tenir des objets alors qu'il est naturellement gaucher. Ce qui pour certains est la validation que c'est un sosie qui serait droitier parce que Paul était gaucher. Mais bref, les rumeurs elles deviennent si importantes en 93 que Paul McCartney lui-même en fait une blague. Il sort l'album Paul is Live, avec une pochette qui reprend la pose d'Abbey Road, mais avec quelques clins d'œil, notamment la mention 51 ES qui signifie que Paul est en vie, et qu'il a 51 ans. Il s'amuse ainsi de cette fausse information, bien qu'elle l'ait perturbé dans les années 60, est devenue, après ça, une blague un petit peu pour tout le monde. C'est même devenu un argument publicitaire de vente, cette fausse mort, en tournant ça à la blague, par Paul McCartney lui-même. Mais il y a d'autres publicités comme ça, ou de choses liées à la publicité, qui sont relativement incroyables, comme ce fabricant d'aspirateurs. C'est un Hoover, et puissant, 1000 watts. Pratique ce tuyau. On est en 92 et Hoover, le fabricant d'aspirateurs, décide de lancer une promotion qui allait marquer l'histoire des campagnes publicitaires. Ils veulent offrir des billets d'avion à quiconque achèterait un aspirateur. Cette initiative audacieuse qui va permettre de dynamiser leur vente, ça va devenir l'un des plus gros fiascos publicitaires de l'histoire de la publicité. L'offre, elle est intitulée Hoover Free Fly. Et elle était extrêmement simple. Pour chaque achat d'aspirateur Hoover d'une valeur de 100 livres, soit environ 150 € à l'époque, le client y recevait un bon pour 2 billets d'avion gratuits vers une multitude de destinations, permettant à Hoover de se démarquer sur un marché extrêmement concurrentiel, tout en incitant les consommateurs à acheter leurs produits qui valaient une couille à l'époque, on va pas se mentir, parce que c'est beaucoup d'argent, 150 € avant. Et pour garantir le succès de la campagne, Hoover, il a mis en place une publicité télévisée extrêmement agressive. Cette publicité, elle était diffusée à grande échelle, à travers notamment des chaînes britanniques. Le message,
Il était extrêmement clair. Acheter un aspirateur, obtenez des vacances. Et en fait, en période de récession économique, l'idée d'offrir des billets d'avion gratuits pour partir en vacances semblait irrésistible. Et beaucoup de consommateurs ont vu en cette occasion de voyager gratuitement. En fait, c'est très psychologique parce que gagner de l'argent ou gagner un billet d'avion, finalement, c'est un peu pareil. Sauf que le billet d'avion, vous faites pas ce que vous voulez avec, vous partez forcément en vacances. Mais là, vu que les gens partaient plus trop en vacances, le fait d'offrir ça, eh bien psychologiquement, ça débloquait des choses. Cependant, dès le début, le problème, il réside dans l'ampleur de l'offre. Hoover, il a totalement sous-estimé la demande qui a été engendrée par cette promotion. Bien qu'elle ait prévu un certain nombre de réclamations, elle n'avait pas anticipé un tel afflux. Et très rapidement, des demandes de billets d'avion se sont multipliées bien au-delà de ses attentes. Ce qui va entraîner beaucoup de consommateurs frustrés à qui on va dire non les gars, il n'y a plus de place. Et ce qui va finalement donner une très mauvaise image à la marque. Nombreux sont ceux qui ont acheté les aspirateurs dans l'espoir de voyager gratuitement, mais qui ont ensuite vu leur offre rejetée ou ignorée. Et les conditions de l'offre, elles étaient également extrêmement floues. Les consommateurs qui souhaitaient échanger leur bon de billets d'avion se sont vite retrouvés confrontés au système bureaucratique extrêmement complexe. L'un des points clés du fiasco résidait dans la limitation de l'offre. Certains vols n'étaient disponibles que durant des périodes très spécifiques, comme en dehors des vacances scolaires ou des saisons touristiques, ce qui les rendait pratiquement inutilisables pour beaucoup évidemment. D'autres ont rapidement découvert que les frais de taxes d'aéroport et autres frais annexes n'étaient pas inclus dans l'offre. Vous sentez un petit peu la douille que Hoover a tenté de mettre à ses clients. Et ça, c'est pas une bonne idée quand t'as une marque. Non, non, non. La colère des consommateurs, elle a pas tardé à se manifester, les réclamations ont afflué en masse. Et la marque Hoover, prise au piège de sa propre campagne, a été incapable de faire face à cette situation. Ce qui avait été vendu comme un cadeau est devenu rapidement un piège. Et la société a dû faire face à de nombreux litiges et à une forte baisse de la confiance du public. Pire truc pour une marque, hein. C'est-à-dire que si les consommateurs ne vous font plus confiance, c'est mort. Imaginez un ministre de l'économie qui dit « Je n'ai pas de compte en Suisse, je vous le dis droit dans les yeux ». Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Ministre de l'économie, en fait, il a des comptes en Suisse. Un petit problème de confiance qui s'instaure, non? Et donc là, Hoover est dans une giga sauce, et en termes de thunes, c'est un peu chaud. Non seulement l'entreprise, elle a dû dépenser des millions pour répondre aux réclamations des consommateurs et de tenter de satisfaire les demandes, mais elle a également dû accepter une perte de réputation massive. Et au final, Hoover, elle a dû essayer de négocier un petit peu avec tout le monde parce que les gens étaient pas contents, et tout le monde a eu une petite compensation. Beaucoup ont été remboursés pour les aspirateurs qu'ils avaient achetés. Je vais aller voir ce qu'est devenu la marque Hoover Aspirateur. Hoover, chiffre d'affaires. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 355 millions d'euros en 2021. C'est extraordinaire parce qu'il reprend sa marche débonnaire comme si de rien n'était. Hoover s'est bien relevé de ce petit problème. Pepsi, encore une fois, a eu quelques démêlés, notamment avec un produit qu'on appelle le Pepsi Cristal. Ça pourrait être le nom d'une actrice un peu olé olé. Je suis Pepsi Cristal. On est en 92 et Pepsi va lancer un produit qui va devenir l'un des plus grands échecs marketing de l'histoire de la marque, le Pepsi Cristal. Le Pepsi Cristal, c'est un soda transparent censé révolutionner le marché. Il a été présenté comme une boisson pure. Aujourd'hui, ils mettent des édulcorants de synthèse qui vous donnent des cancers du pancréas, les gars. N'en buvez plus, je vous le dis. Et donc ce Pepsi Cristal voulait révolutionner le marché puisqu'il était complètement différent du Pepsi brun qu'on connaît. Donc l'idée de base de ce Pepsi, c'était de présenter un produit soi-disant pur et de se démarquer de la concurrence, notamment de Coca-Cola comme on peut l'imaginer. Le Cristal Pepsi était lancé comme un soda naturel, un peu comme si Pepsi voulait surfer sur la vague de la mode des produits plus sains qui commençait à émerger à l'époque. Le produit, il se distinguait non seulement par sa couleur qui était totalement transparente, alors que tous les sodas étaient plutôt bruns à l'époque, mais aussi par son goût censé être plus léger et frais que le Pepsi traditionnel. Pepsi avait même mis en avant des publicités et des campagnes où ils utilisaient des mots comme pur et clair, avec l'idée de montrer que leur produit était une version plus raffinée de ce qu'on connaissait. La campagne publicitaire était extrêmement massive avec des spots de télévision. Le produit a même été bien accueilli lors de son lancement et de nombreuses personnes ont voulu goûter cette nouveauté. Sauf que quelques mois après la sortie de ce produit, ça a un petit peu dégringolé. Le problème principal chez les consommateurs était le goût de ce Cristal Pepsi. Bien que le produit soit transparent et qu'il ait été présenté comme plus pur, le goût était trop similaire à celui du Pepsi normal, mais il était un petit peu moins sucré, un peu plus lisse. Les consommateurs s'attendaient à quelque chose de radicalement différent, mais ils n'ont pas trouvé le produit suffisamment unique pour qu'il justifie une place dans leurs habitudes de consommation. En plus de ça, beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi un cola devait être transparent. Et ajouté à ça, il y avait un autre problème, et bien c'était la concurrence. Le marché des sodas était dominé par Pepsi et Coca-Cola, et ces deux marques étaient déjà bien établies et relativement
similaire. Alors quand un nouveau cola transparent est arrivé sur le marché, eh bien beaucoup de consommateurs ont pensé que c'était juste une tentative bizarre de Pepsi pour se démarquer, sans vraiment répondre à un besoin particulier des consommateurs. Et pour aggraver les choses, Pepsi n'avait pas bien planifié son lancement mondial. Après un début assez prometteur, la marque elle a eu du mal à faire face à une production excessive de Crystal Pepsi. Les stocks se sont retrouvés partout, mais les ventes n'ont pas suivi. Et beaucoup de magasins ont fini par avoir trop de Crystal Pepsi, ce qui a conduit à une promotion de plus en plus agressive pour essayer de s'en débarrasser. Et finalement, en 93, le produit il a totalement disparu des rayons, soit seulement un an après son lancement, bien qu'ils aient essayé de relancer la boisson à quelques reprises dans les années suivantes. Ça n'a absolument jamais fonctionné. Combien ça coûterait de racheter une petite bouteille de Crystal Pepsi? Il doit y en avoir qui en vendent sur eBay, c'est sûr, on va aller voir. Crystal Pepsi, lui, est marron, il y a un problème. C'est pas excessif, enfin c'est très cher pour ce que c'est, mais voilà. Une Rolex Pepsi à 300 $. Allez, chiffre d'affaires de Pepsi, qu'on rigole, à 23 milliards de dollars. Ça va. Putain, mais les dirigeants, ils doivent se mettre bien. Qui est le dirigeant de Pepsi? C'est Ramon Lagourta. Bon, lui, il doit être bien. Hein. Salaire. En 2022, 25 millions de $. Je suis pas sûr que lui, il faisait partie des gilets jaunes hein, à l'époque. Je pense pas. Ramon. Le mec s'appelle quand même Jambon, hein, je veux pas dire, mais bon. Jambon. Ramon. LifeLock et le vol d'identité. On est en 2007 et vous avez LifeLock, qui est une entreprise qui est spécialisée contre le vol d'identité justement, qui va lancer une campagne publicitaire qui allait attirer l'attention de toute l'Amérique, mais aussi de nombreux problèmes juridiques et réputationnels. LifeLock, elle proposait un service pour aider les consommateurs à protéger leurs informations personnelles contre le vol d'identité, une problématique de plus en plus importante à l'époque avec l'essor d'Internet et les activités en ligne. Ce qui était censé être une campagne rassurante et protectrice pour les consommateurs a fini par se transformer en véritable fiasco pour l'entreprise. L'idée derrière LifeLock était simple, offrir un service qui surveille les informations personnelles des gens, comme les numéros de sécurité sociale, les informations bancaires, tout ça pour les prévenir en cas d'utilisation frauduleuse. L'entreprise, elle s'est rapidement fait un nom dans le domaine en offrant un service que beaucoup de gens pensaient nécessaire, face à l'augmentation des cas de vol d'identité. Et c'est extrêmement chiant. J'ai vu que c'est arrivé à certaines personnes, surtout si vous êtes en France, parce que ça ne bouge pas. C'est comme quand les gens viennent squatter ta maison, rien ne se passe. Mais là où LifeLock a fait une erreur monumentale, eh bien c'est en décidant de mettre en avant son propre PDG, Todd Davis, dans une campagne publicitaire un petit peu trop audacieuse. Davis, il a promis qu'il serait le premier à tester le service en dévoilant publiquement son propre numéro de sécurité sociale dans des publicités. L'objectif de cette campagne était de montrer que le service était si sûr et efficace qu'il permettrait à son propre fondateur de mettre en ligne une information aussi sensible sans crainte. C'est un petit peu comme Steam, vous savez, à l'époque où son dirigeant, là je sais plus comment il s'appelle, il a donné le code de son compte, avec la validation en 2 étapes qu'il avait mis en place, on pouvait finalement pas se connecter à son compte, parce qu'il fallait valider avec son mail. Et ben là c'est un petit peu pareil. Cette publicité, elle a eu un fort impact au début, et LifeLock a bien démarré, et donc il y a eu pas mal de gens qui ont voulu leur service. Cependant, au lieu de prouver la sécurité du service, la campagne elle a fait exactement l'inverse. Quelques mois après la diffusion de ces publicités, il est devenu clair que le numéro de sécurité sociale du dirigeant, donc Todd Davis, avait été volé plusieurs fois. En fait, dès le lancement de la campagne, des criminels avaient utilisé son numéro pour ouvrir des comptes de crédit et commettre un tas de fraudes. Et à partir de ce moment-là, les critiques se sont intensifiées et LifeLock a été accusé de tromperie et de publicité mensongère. L'entreprise, elle a été poursuivie par la Federal Trade Commission qui a estimé que LifeLock ne protégeait même pas vraiment les informations. Et en 2010, LifeLock, elle a été condamnée à une amende de 12 millions de dollars pour avoir induit en erreur les consommateurs. N'oubliez pas, j'ai 5 abonnements gratuits pendant un an à NordVPN, 5 codes que je vais vous donner. Il faudra juste bien avoir écrit un commentaire sous cette vidéo, que je vais choisir au hasard avec un outil qui fait de l'aléatoire, et bien avoir partagé cette vidéo en ayant cliqué sur partager sous celle-ci. Je vais piocher dans les commentaires de cette vidéo, donc ayez bien un mail associé à votre chaîne YouTube, sinon je peux pas vous contacter. Et contrairement à Hoover, vous aurez tous votre code. Thank you, McGruff. All right.